Il est environ 17 heures. Des tirs partent de l'imprimerie où sont réfugiés les frères Kouachi. Ils viennent d'ouvrir le feu sur les hommes du GIGN. Les troupes d'élite répliquent par des tirs nourris. L'assaut ne dure que 2 minutes. Très vite, c'est le silence. On craint qu'un salarié n'ait été pris en otage. 10 ans après, l'imprimerie de Damartin-en-Gohelle a fait peau neuve. Son propriétaire, Michel Catalano, a accepté de revenir sur ce jour où, avec son salarié, ils ont été pris en otage par les frères Kouachi. 10 ans après, et un long travail de reconstruction, les cicatrices sont encore à vif. Ça me rappelle un souvenir douloureux, parce qu'on voit bien les impacts de balles et ça me rappelle un peu tout ce que j'ai vécu ce jour-là. J'ai aussi besoin quelque part de me rendre compte que ça a vraiment existé, quoi. Parce qu'il y a des moments où on ne sait plus si c'est la réalité, si ce qu'on vit correspond à une réalité ou c'est encore quelque chose qui est inexistant. Et là, ça montre que dans ma tête encore, j'en ai encore besoin, quoi. C'est un jour qui n'est pas tout à fait comme tous les jours parce que le 9 janvier, bien sûr, j'avais toujours en tête et j'étais pas très bien par rapport à ce qui s'était passé en France le 7 janvier et notamment le massacre à Charlie Hebdo. C'est un sujet qui nous a marqué, qui nous marquait en fait. On en parlait effectivement le matin même avec mon collaborateur. On l'avait un petit peu bizarrement imaginé en disant je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je ne ferai plus jamais ça, mais on s'est dit, tiens, ça se trouve, ils vont venir chez nous. Évidemment, on n'imaginait pas du tout que ça puisse arriver. En fait. Sauf qu'effectivement, on sonne à la porte et c'était pas du tout ce que j'attendais, quoi. Moi, j'imaginais qu'on allait recevoir un fournisseur qu'on avait l'habitude de recevoir, qui devait me présenter une machine aussi le matin brièvement. Quand on est allé à la fenêtre, j'ai remarqué que c'était évidemment pas mon fournisseur, mais surtout pas des gendarmes, comme j'ai cru tout de suite en voyant. Et très vite, j'ai compris que c'était eux qui étaient chez nous, quoi. Sur le moment, j'ai compris qu'ils étaient là et en fait je me suis retourné, j'ai marché calmement mais assez d'un pas décisif vers mon salarié et là j'ai entendu la porte qui claquait et j'ai entendu que ça montait dans les escaliers et j'ai vu mon salarié me regarder en me disant qu'est-ce que je fais et je lui ai dit cache-toi et coupe ton portable. Il ne méritait pas, il est jeune, ça me paraissait incroyable qu'il puisse finir sa vie ce jour-là, quoi. J'ai décidé effectivement d'aller vers eux pour essayer de les ralentir, quoi, en espérant lui laisser le maximum de temps pour qu'ils puissent se cacher. Mais ils montent par les escaliers, c'était des escaliers en colimaçon et qui étaient assez serrés et comme ils étaient lourdement armés, ils avaient un lance-roquette, ça tapait dans l'escalier et c'est un bruit qui m'a hanté, qui m'hante encore quand je le réentends. Malheureusement, de temps en temps, ça peut arriver quelque part. Je les rencontre et au départ, j'ai été étonné parce que je ne m'attendais évidemment pas du tout à ce qu'ils me parlent. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, ils m'ont parlé. Ils m'ont dit, est-ce que vous me reconnaissez, quoi. Je leur ai dit, oui, je sais qui vous êtes. À ce moment-là, je pensais que j'allais mourir. Je pensais que c'était la fin. J'ai été étonné déjà qu'ils me parlent, qu'ils baissent leur arme. Parce qu'au départ, ils avaient l'alarme au point et ils ont baissé leur arme. À un moment donné, on est en train d'échanger. Et les gendarmes arrivent et là ils sont très excités parce qu'ils avaient aussi dit à ce moment, pendant la période où j'étais avec eux, qu'ils voulaient tuer un maximum de gens et du coup ils étaient surexcités à ce moment-là. Donc ils sont sortis, il y a eu des échanges de coups de feu. Quand ils sont rentrés, j'ai vu qu'il y avait du sang et je leur ai proposé de les soigner. Je l'ai refait 3 fois le pansement. J'ai demandé donc au frère qui était le plus vieux, qui était à côté de moi, et qui était proche de moi, qui me menaçait avec son arme, je lui ai demandé si je pouvais sortir. Le plus jeune que je soignais a dit non, il reste là, il reste ici. J'ai refait le pansement une 2e fois, j'ai reposé la question et il m'a pas répondu. Il m'a dit non, il faut refaire le pansement parce qu'il est trop serré. Je l'ai refait une 3e fois et la 3e fois, je lui ai dit est-ce que je peux partir maintenant, mais d'une façon un peu plus énergique. Et il m'a dit allez-y. J'ai effectivement pris la décision de partir et au moment où je marchais, derrière moi, j'ai entendu le bruit comme quoi il se relevait. Et j'ai pensé évidemment à mon collaborateur, mais j'ai dit il faut qu'on sorte, voilà. Et du coup, je suis sorti, on est sorti du bâtiment. Ce jour-là, je n'ai cessé de les regarder dans les yeux. J'avais leur ressenti en direct. Ça me permettait de pouvoir voir leur réaction, voir au moment où ils s'énervaient, les yeux noirs, la crispation, j'ai tout vu chez eux. La peur, la crispation. Je n'ai cessé de les regarder dans les yeux et de voir
évidemment le ressenti, parce qu'on voit tout sur le visage. La journée a été très très forte en émotion, très dure physiquement, mais une fois qu'elle était terminée, dans ma tête au départ, pour moi ça pouvait se terminer là, bien que j'ai vu très vite que les dégâts psychologiques ont surgi le soir même, dans la nuit, et tout ce qui allait suivre après. Et donc j'y suis retourné le lendemain, c'est-à-dire le samedi. Et quand je suis venu avec ma femme, et c'est vrai que là on a pu voir les dégâts engendrés. À ce moment-là, je savais que j'avais plus de bâtiment, plus d'outils de travail, tout ce que j'avais construit était parti en fumée, quoi. Donc ça a été aussi un deuxième choc profond. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. À ce moment-là, je ne savais pas du tout. Pour moi, je me voyais ruiné au fond du trou. Voilà. Et très rapidement, j'ai reçu un appel du président qui m'a dit « Qu'est-ce que vous comptez faire ?» Et sans en avoir vraiment échangé avec ma famille, j'ai pris la décision de dire je vais reconstruire, parce que je pensais que c'était la solution. J'étais bien dans mon petit bâtiment, j'avais une petite vie qui me plaisait bien, j'étais heureux. Et d'un seul coup, il aurait fallu que je fuis tout ça, que je m'en aille ailleurs. Et j'avais envie de reconstruire là où me relever, là où j'étais tombé en fait. J'ai appris à vivre avec en fait. J'ai des phobies que j'avais pas avant. Je peux plus passer un IRM du cerveau parce que je peux pas faire plus de 20 minutes. Je stresse énormément. Quand je suis dans un café, je suis hyper vigilant. Je peux plus me concentrer sur quelqu'un. Je suis obligé de regarder ce qui se passe autour. Et moi, ma femme, elle m'a supporté indirectement nuit et jour. C'est-à-dire que moi, mes cauchemars, c'est elle qui les vivait. Elle était près de moi. Elle a vécu ça de façon un peu cachée derrière moi, c'est-à-dire que moi j'étais la victime reconnue, donc tout le monde quelque part était empathique vis-à-vis de moi, et elle était un peu mise de côté. On appelle ça des victimes indirectes ou par ricochet, ce que je déteste comme terme, parce qu'en fait c'est des victimes tout simplement. Le procès, c'est très difficile. Ma femme a eu un énorme moment difficile après une grosse dépression derrière le procès, parce qu'on a replongé complètement dedans et c'était compliqué. Moi je m'attendais à savoir pourquoi ils étaient arrivés ici, comment ils ont pu faire ci, qu'on réponde à un certain nombre de questions que j'ai pas eu de réponse. Ça m'a permis quand même d'avancer, de comprendre un peu le processus qui a pu mener à un moment donné ou autre des jeunes à devenir des assassins en fait. Et je vais essayer d'intégrer ce drame qui est une épreuve importante de ma vie, mais je voulais l'intégrer dans ma vie en disant voilà, ça fait partie de ma vie. Et je veux pas que ce soit le clou de ma vie, quoi. Parce qu'à un moment, effectivement, tout retombait sur ce moment-là. Et aujourd'hui, je voulais réexister en tant que tel. Donc je me sens plus fort aujourd'hui que je n'étais il y a quelques années. J'ai l'impression que je vais pouvoir de nouveau aller mieux.